Rémi Braque, donc vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et vous venez de publier aux éditions Salvator un ouvrage intitulé « Des vérités devenues folles ». Alors quelles sont ces vérités et pourquoi sont-elles folles ? Alors, quelles sont ces vérités ? Eh bien, ce sont en fait les idées, les notions, parfois même les impressions dont nous vivons, dont s'alimente le discours public et les pensées les plus privées actuellement. Par exemple, l'idée de progrès, par exemple, l'idée de liberté, l'idée de nature, toutes sortes de notions qui nous semblent vraiment si élémentaires que l'on hésite à réfléchir dessus. Alors mon idée, c'est que ce qui les rend folles, ce n'est pas leur sens, leur signification en elle-même, c'est plutôt le contexte dans lequel elles se trouvent placées et qui fait que, isolées de l'idée fondamentale de la Bible et du christianisme, qui est que tout cela dépend d'une volonté sage et bienveillante, la volonté de Dieu, la providence, si vous voulez. Enfin, le mot est très mal compris en ce moment. Privée de ce sol nourricier, eh bien, elle tourne folle, comme une roue qui tourne fou, comme on dit. C'est-à-dire qu'il ne sait plus dans quelle direction elle va, qui ne sait plus où et quand s'arrêter lorsqu'il le faut, et qui se trouve prise dans une sorte de frénésie qui la fait se pousser à des extrémités où elle perd son sens. Par exemple, l'idée de progrès, et qui se trouve chez saint Paul, lorsqu'il souhaite que la communauté à laquelle il s'adresse parvienne à la pleine dimension du corps du Christ. Bon. Eh bien, cette idée se trouve métamorphosée et, à mon avis, pervertie par ce que j'appelle ailleurs le projet moderne, lorsqu'elle se transforme en la représentation d'une sorte de tapis roulant qui nous emmènerait, que nous le voulions ou non, vers des lendemains qui chantent, vers un avenir toujours meilleur, et qui fait que nous avons l'impression que quand les choses vont mal, ce qui arrive assez souvent quand même, quand les choses vont mal, c'est pas normal, ça ne devrait pas, ça devrait aller mieux, et c'est pour ça que l'on s'indigne lorsque cela va mal. C'est que l'on croit qu'il y a une sorte de nécessité, de fatalité qui nous mène vers le bien. Alors que l'idée de progrès, la véritable idée de progrès, l'idée saine, l'idée non folle de progrès, eh bien, c'est l'idée selon laquelle il faut travailler à ce propre progrès. Il faut essayer de se corriger, il faut essayer de s'améliorer, il faut faire effort sur soi-même, il faut se choisir un modèle que l'on essaye d'atteindre tant bien que mal, mais qui ne nous laisse pas nous endormir, ni sur les lauriers passés, ni surtout sur d'éventuels lauriers futurs qui nous attendraient, quoi que nous fassions, dans un coffre-fort bien gardé de l'avenir. Alors, en essayant de guérir ces vérités malades, c'était d'ailleurs le titre original de cet ouvrage qui est en fait traduit de l'anglais, pour guérir ces vérités devenues malades et devenues folles, eh bien je crois qu'il faut justement revenir à l'idée suivant laquelle tout cela a un sens, tout cela n'est pas en vain, enfin toute l'histoire, si vous voulez, n'est pas un conte raconté par un idiot plein de bruit et de fureur et sans signification, je crois qu'on a déjà dit ça avant moi, mais que tout cela dépend de ce que j'ai appelé plus auparavant, la volonté sage et bienveillante d'un créateur. Je dois alors moi aussi commencer par des remerciements, d'abord pour m'avoir invité,
Et puis ensuite, à quelqu'un qui n'a pas été nommé, mais qui a eu la gentillesse, Monsieur Le Picard en personne, de nous transporter, Madame Marie-Hélène Verdier, dont je vous recommande d'ailleurs les livres pendant que j'y pense, et moi-même, jusqu'à cet endroit, puisque y aller par les moyens de transport habituels est rendu plus difficile en cette période troublée que nous traversons. Enfin, donc j'espère que nous allons la traverser, en tout cas nous la vivons en ce moment. Bien. Je dois bien avouer que j'ai été pris pendant toutes les heures, pas très nombreuses, mais enfin pendant lesquelles j'ai pu signer quelques ouvrages, j'ai été pris par un doute que je n'hésiterai pas à qualifier de térébrant sur ma propre légitimité à le faire. En effet, parmi les 3 livres qui étaient devant moi, il y en a 2, dont celui-ci, dont je n'ai pas écrit un seul mot. L'autre étant la retranscription d'une discussion qui s'est passée par oral, et donc je n'ai rien écrit de l'autre livre. Alors celui-ci, c'est un petit peu plus compliqué. Il s'agissait, j'ai trouvé en fouillant les tiroirs de mon ordinateur, j'ai trouvé qu'il y avait dedans une dizaine, une douzaine de conférences que j'avais prononcées en langue anglaise. J'en ai sélectionné 9 et je les ai retravaillées, mises en ordre de manière à ce que ça fasse un livre qui a une certaine unité, et j'ai envoyé ça à un éditeur situé du mauvais côté de l'Atlantique qui l'a publié. Je ne pensais pas que ça valait la peine d'être traduit, et puis bon, Marc Le Boucher, pour ne pas le nommer, des éditions Salvator, a pensé le contraire. Donc il l'a fait traduire, et c'est ça, donc il n'y a pas un seul mot qui soit de moi, mais tous sont du traducteur, lequel s'est d'ailleurs très bien tiré d'affaire. Je tiens à le saluer, il s'appelle Gabriel Verret, bon, il a vraiment fait un bon travail. En effet, sachez-le, braves gens, de l'autre côté de l'Atlantique, enfin du côté nord du continent découvert par Christophe Colomb, on maîtrise 2 langues à l'exclusion de toutes les autres, à savoir d'une part l'américain et d'autre part l'anglais. Et sur cette seconde langue, d'ailleurs, ils ne sont pas toujours très au point. En tout cas, j'ai dû écrire ça en My Taylor is Rich, et bon, ben, ça a été transcrit en La plume de ma tante, ou je ne sais pas quoi. Bien. Alors, quelle est l'idée fondamentale du bouquin ? Je l'ai emprunté, bien entendu, d'une manière consciente, organisée et avouée à Chesterton, qui est un des auteurs anglais que j'aime bien, même s'il vivait du mauvais côté de la Manche. Bon. Mais l'idée qu'il a formulée dans Orthodoxie, 1908, si ma mémoire est bonne, c'est que le monde moderne est rempli de vertus chrétiennes devenues folles. Alors comme je pense qu'il n'existe pas de vertus chrétiennes, mais de vertus tout court qui ont une interprétation chrétienne et qui sont renforcées, approfondies et élargies par le christianisme, j'ai préféré parler de vérités devenues folles, m'appuyant d'ailleurs sur un autre texte, à mon avis encore plus profond, plus intéressant, de Chesterton, que je cite au début du bouquin, et dans lequel il exprime l'idée suivant laquelle le monde moderne est essentiellement parasitique. Un parasite est incapable de produire de la vie et les ressources qui lui permettent de vivre de lui-même, mais il les emprunte. Par exemple, le gui emprunte sa sève au chêne. L'ennui étant que s'il y a trop de gui sur un chêne, le chêne se porte très mal et pourrait même en mourir. Cette idée du caractère parasitique de la modernité, elle se trouve discrètement chez Nietzsche, plus nettement chez Lord Balfour, le Balfour de la déclaration Balfour, qui ne faisait pas que de la politique, mais qui était également un peu philosophe sur les bords, et plus que sur les bords. Et elle se trouve aussi, alors là, en toutes lettres, chez Charles Péguy, qui explique quelque part que le monde moderne a la fidélité du parasite, c'est-à-dire qu'il est fidèle à ce dont il pompe l'énergie sans être capable de la renouveler. Alors qu'est-ce que c'est que ces idées, ces vérités chrétiennes devenues folles ? Pourquoi
sont-elles devenues folles? Qu'est-ce qui pourrait les arracher à la camisole de force et à l'asile de fous? C'est le sujet du livre. Les idées fondamentales de la modernité. Les idées fondamentales de ce que j'appelle dans un autre livre, plus gros et plus savant, si je puis dire, ce sont les idées, des idées qui ont été empruntées au Nouveau Testament, et plus précisément à Saint Paul. Par exemple, l'idée selon laquelle l'humanité serait arrivée à l'âge adulte, et donc elle pourrait s'émanciper de ses précepteurs. Ça se trouve chez Saint Paul. L'idée d'un progrès, d'une amélioration qui mène à la plénitude de ce que l'on a à être, qui mène à réaliser pleinement le programme, si je puis dire, sur lequel et pour lequel nous avons été faits. Ça se trouve chez Saint Paul. Bien. Il y en a encore deux ou trois autres comme ça, qui sont d'origine paulinienne, donc d'origine biblique, d'origine néo-testamentaire et d'origine chrétienne. Bon. Or, il se trouve justement que ces idées se retrouvent maintenant un petit peu partout, enfin, elles traînent partout, si je puis dire, sous une forme qui les pervertit et qui leur empêche de donner leur pleine mesure, comme si, et c'est l'image fondamentale dont je me suis servi, comme si elles avaient été privées, disons, du sol nourricier qui leur permettait de croître et d'embellir. Et comme si, par conséquent, privées de cette origine biblique et chrétienne, elles étaient condamnées, à plus ou moins long terme, à dépérir. De même que le parasite, une fois qu'il a épuisé les ressources de ce sur quoi il vit, voilà, fait valoir son droit à la retraite. Bien. L'idée de progrès, par exemple, eh bien, elle est devenue la représentation que nous avons tous plus ou moins, lorsque nous n'y prenons pas garde, plus ou moins au fond de notre conscience, l'idée d'une sorte de tapis roulant qui, comme dans le métro, nous emmènerait irrésistiblement vers des lendemains qui chantent. Alors il y a des gens qui vont dans le sens du progrès, ce sont les progressistes, et puis ceux qui essayent stupidement de marcher à reculons, de nager contre le courant, ce sont les fameux réactionnaires dont les progressistes ont besoin d'affirmer l'existence pour se faire valoir, pour s'imaginer qu'ils ont encore quelque chose à dire. Bon. L'idée d'émancipation qui signifiait chez saint Paul qu'on pouvait désormais se passer des préceptes dits cérémoniels de la loi de Moïse, pour ne garder que les préceptes moraux, en deux mots, les 10 commandements, tout le reste étant conservé, étant nullement abrogé, mais étant allégorisé. Lorsque il est question de ne pas, de ne pas museler le bœuf qui laboure, ça a une signification qui dépasse et transcende et transfigure le simple souci de la SPA. Bien. Et ainsi de suite. L'idée d'émancipation, donc, devient l'idée de se priver de ce qui, justement, constitue notre sol nourricier. À savoir, le fait que nous soyons dépendants d'un Dieu sage et bienveillant, et que nous ne sommes pas, par exemple, le fruit de la concomitance, de la rencontre de forces aveugles, rencontre que l'on appelle le hasard ou la nécessité, selon le titre emprunté au philosophe grec Démocrite, qui a rendu célèbre Jacques Monod, prix Nobel de biologie en 70, je crois, dans ces années-là, en tout cas pas très loin de 1970. Donc ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est de montrer que, des idées comme celle de... où est-ce qu'ils ont mis la table des matières ? Voilà.
Voilà, merci. L'idée du bien, l'idée de nature, l'idée de liberté, l'idée de culture, l'idée de valeur, à laquelle je préfère, je le dis très nettement dans un chapitre, l'idée de vertu, ou l'idée de bien, les biens. Lorsqu'on dit défendre les valeurs, j'aimerais mieux que l'on dise prendre conscience de l'importance des biens et tout faire pour les garder. Lorsque l'on parle de la famille, etc., j'ai essayé de voir que tout cela prenait sens, pouvait fleurir, pouvait donner tout ce que ça avait à donner, si, et seulement si, on faisait dépendre tout ça de l'intention sage et bienveillante que le Créateur a pour nous. Donc l'idée de création est tout à fait présente. Il y a un chapitre Liberté et création qui porte là-dessus. Alors je commence le bouquin en montrant que le projet moderne, dans la mesure où il essaye de larguer les amarres par rapport à tout ce qui l'a rendu possible, à savoir, en clair, le message chrétien, ce projet doit échouer, puisque, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, vous avez parfaitement bien résumé ma pensée, sans la référence à une transcendance, Dieu pour l'appeler par son petit nom, nous n'avons aucune raison de dire qu'il est bien que nous existions. On est là, d'accord, maintenant qu'on est là, on est obligé de se débrouiller avec les moyens du bord, mais là où il s'agit par exemple de faire monter d'autres passagers qui ne sont pas encore là sur le bateau, en d'autres termes d'avoir des enfants, nous ne pouvons plus dire, nous ne pouvons plus justifier pourquoi c'est bien de le faire, étant donné que nous ne pouvons certainement pas leur demander leur avis. La naissance est un acte profondément antidémocratique, puisque, on ne peut pas demander, est-ce que vous voudriez vraiment venir à l'être, vous voudriez naître? Non, ça ne marche pas. Bien. Donc je montre que j'ai un chapitre qui s'appelle « L'athéisme au bout du rouleau », expression au bout du rouleau que j'ai emprunté, alors là aussi à deux Anglais, à savoir un Polonais devenu Anglais, Joseph Conrad, et puis Herbert George Wells, H.G. Wells, le fameux auteur de romans d'utopie d'anticipation, tout va baigner grâce à la science. À la fin de sa vie, il a écrit un texte qui s'appelle « L'esprit au bout du rouleau », petit texte tout à fait désespéré et désespérant, disant on ne peut plus continuer comme ça, il faut que ça change. Il écrivait ça après la bombe atomique, après la Seconde Guerre, après toutes les espiègleries qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale, et à la suite, et avant. Et c'est très intéressant que ce soit lui, donc l'utopiste, l'adorateur de la science, peut-on dire, qui fasse cet aveu. Et puis je termine avec un de ces calembours dont je suis excessivement amateur, je dois bien l'avouer, à savoir le jeu sur conservation et conversation. Les philologues diraient qu'il s'agit d'une métathèse, n'est-ce pas? Il suffit simplement d'alterner les consonnes et on obtient le jeu de mots en question. Jeu de mots profond, à mon humble avis, puisque j'essaye de montrer que la conservation, l'attitude conservatrice, l'esprit conservateur, consiste à maintenir ouvertes les conditions de possibilité qui font que l'on peut converser, non seulement entre soi à l'intérieur d'une même génération, mais converser avec le passé et en tirer les leçons qu'il peut nous apporter. Donc voilà, j'ai un petit peu atteint la limite des 20 minutes, donc respectant les règles du jeu, et comme dit le savant Cosinus, ayant le plus grand respect pour tous les règlements, surtout s'ils sont contradictoires, je m'arrête.